Qualité de vie au travail, espace partagé, bureau individuel, télétravail. À quoi ressemblera le bureau de demain? Figaro Imo, c'est parti. Deux invités dans cette émission qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Figaro Imo pour parler immobilier de bureau, immobilier de demain. On va se projeter. Ingrid Nappi, bonjour. Bonjour. Alors Ingrid, économiste de l'immobilier, spécialiste de la ville durable, titulaire de la chaire économie de la transition écologique urbaine et vous êtes professeur à l'École nationale des ponts et chaussées. Nicolas Cochard, bonjour. Bonjour. Directeur recherche et développement du groupe Cardam, conférencier et auteur récemment de Stratégie immobilière et performance au travail aux éditions Le Moniteur. Alors, dans l'immobilier de bureau, on va tout d'abord, peut-être en introduction, vous demander est-ce que, entre la conception et l'exploitation, est-ce que l'on assiste à un bouleversement des modèles? Nicolas. Alors oui, dans le sens où on ne conçoit plus un immeuble de bureau aujourd'hui comme on le concevait il y a 10 ans, et qu'il n'y a aucune raison pour que dans 10 ans, nous concevions les immeubles de bureau de la même manière qu'aujourd'hui, parce que les impératifs environnementaux, les impératifs énergétiques, les usages ont changé, et ils vont encore changer. Ingrid. Je dirais la même chose en fait. Concernant la conception, on est en train de vivre une révolution. J'ai beaucoup travaillé sur les révolutions de bureau. J'avais écrit un petit ouvrage sur ce sujet-là. Alors il y a eu la révolution du télétravail sociétal et aujourd'hui on est sur une révolution numérique. L'IA va énormément influencer la conception, l'exploitation des bureaux et également la transition écologique bien sûr. Une accélération depuis quoi, la crise sanitaire ? Oui, parce que on ne va plus tous mécaniquement au bureau de 9h à 18h. Et donc, naturellement, la crise a accéléré des usages nouveaux avec une concurrence du hors bureau en matière de travail et d'effectuation des tâches. Ouais. Oui, Ingrid, vous voulez rajouter quelque chose ? Je suis désolée. Oui, il y a la transformation de l'usage, mais moi je dirais que j'aimerais bien retenir, il y a 3 dimensions dans l'immobilier de bureau. Il y a un espace, un objet qu'on construit, c'est l'immeuble lui-même. On le conçoit maintenant complètement de manière différente avec la transition climatique, avec les enjeux climatiques. L'usage en effet. Et puis surtout, il y a pour les investisseurs, pour ceux qui les détiennent, la question de la rentabilité de cet immeuble et de ses usages. D'accord, mais ça, on va le voir en détail. Chacun votre tour, justement, au cours de l'émission. Alors, on va commencer par vous, Nicolas, avec une étude qui a été menée à l'échelle européenne qui s'appelle Parcours urbain. Quels principaux enseignements faut-il tirer de cette étude ? Alors oui, une étude assez récente que nous avons livrée en octobre 2024, donc qui a interrogé des salariés européens de villes de plus de 100 000 habitants. Donc on a voulu s'intéresser aux travailleurs de bureau dans les grandes métropoles. On y trouve des résultats qui nous ont un petit peu interpellés. Un confort moyen, quand on interroge ces Européens, et notamment les Français, qui ont pourtant le meilleur score, on doit quand même le signaler, eh bien, malgré tout, le confort au bureau reste moyen de la même manière. La qualité de vie au travail reste moyenne. Donc, ça veut dire que c'est un ressenti. Ce sont des répondants qui indiquent leur perception. Toujours est-il que dans un contexte où on nous parle beaucoup de bien-être au travail, de qualité de vie, on n'en a peut-être jamais autant parlé. Force est de constater que les chiffres dont nous disposons montrent qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc c'est un premier enseignement. Alors, les Français, quand même, quand on voit, là, Nicolas, les résultats par rapport aux autres pays européens qui sont dans cette étude, 6 sur 10... sur l'indice de confort, plutôt bien. Plutôt bon, effectivement, mais 6 sur 10, c'est pas 10 sur 10. Donc, effectivement, il y a quand même sans doute des progrès à effectuer pour que le confort soit meilleur. Et puis, c'est le deuxième enseignement, la qualité, la fluidité de l'expérience que l'on a dans les transports, dans son parcours spatial, impacte évidemment... on le savait avant, que les transports pouvaient impacter notre journée de travail, mais là, on a essayé de faire des corrélations, qu'on va sans doute détailler, entre la qualité de l'expérience de la mobilité et la qualité de vie au travail, je dirais même plutôt maintenant la qualité de vie globale, en réalité. Donc là, les transports, en fait, influent sur la qualité de vie au travail. On peut avoir le plus beau bureau du monde.
Si pour s'y rendre, c'est compliqué, il faut changer à plusieurs reprises, y aller, donc ça influe directement sur le ressenti au bureau. C'est vraiment le transport. Et ça interroge la localisation. Et là, on entre dans le vif du sujet de la géographie de bureau post-Covid, puisque la localisation, on a beaucoup parlé de localisation sous le prisme de l'accessibilité. C'est une chose, effectivement. Mais la localisation, ce sont aussi des aménités dans le quartier, une pause méridienne agréable, une expérience pour se rendre au bureau qui soit sécurisée. Nous avons par exemple un résultat global à l'échelle européenne qui montre que l'absence de sentiment de sécurité sur le lieu de travail détériore significativement la qualité de vie au travail. Donc la localisation ne se limite pas à l'accès au transport, même si évidemment l'accès au transport est prégnant, avec par exemple plus d'importance donnée à la qualité, à la fluidité de la mobilité, peut-être moins qu'au temps passé réellement dans les transports. C'est-à-dire que je peux passer un peu plus de temps dans les transports, mais si je considère que l'expérience est fluide, ça peut me convenir. D'accord. Vélo, de plus en plus ? Alors, de plus en plus, mais de manière tout à fait marginale dans notre échantillon, y compris aux Pays-Bas, dont on imagine la carte postale de travailleurs qui se rendent à vélo dans les centres-villes. Force est de constater que la voiture personnelle domine largement. Continue de dominer. Voilà. Et avec toutefois une forte place, bien sûr, des transports en commun dans les grandes villes qui en disposent. Flex Office, bureau attribué, bureau individuel, open space, où est-ce qu'on en est et quelles sont les tendances d'après votre étude ? Alors la tendance clairement au déploiement du Flex Office, si je prends l'exemple français... Alors, on rappelle Flex Office. Oui, le Flex Office, vous êtes, allez, je caricature un peu, mais dans un open space avec une différence, c'est que vous partagez votre poste de travail. Mais la logique veut qu'à côté de ce poste de travail partagé, vous avez à votre disposition d'autres surfaces dédiées à des usages individuels et collectifs. Donc le Flex Office a tendance à se déployer massivement. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que depuis 2023, l'État, la direction de l'immobilier de l'État, a décidé de déployer le Flex Office pour l'ensemble des agents en France. Donc ça veut dire que mécaniquement, il va y avoir une augmentation du nombre de salariés en Flex Office. Phénomène qui est essentiellement à Paris, très parisien, francilien. Est-ce qu'on le retrouve aussi ailleurs dans d'autres métropoles ou... Très grande métropole, effectivement, puisque le Flex Office... va se raconter l'histoire, c'est d'abord une question économique, une question financière, puisqu'on partage des postes à plus forte raison dans un contexte où les gens se rendent moins sur ce poste. Donc il faut bien essayer de rationaliser. Dans le même temps, on a une demande de centralité de plus en plus forte des salariés pour avoir des localisations plus centrales. Donc le Flex Office est une réponse à cette équation nouvelle qui s'affirme. On va moins en bureau, on veut une localisation centrale et un quartier agréable. Et bien à un moment donné, on se pose la question du partage des postes. Par contre, effectivement, dans des villes de moindre importance démographique, le Flex Office se déploie encore assez peu. Il ne faut pas oublier que le Flex Office correspond quand même plutôt à des grandes entreprises dans des grandes métropoles. Est-ce que l'on peut dire aussi qu'il y a de plus en plus d'espaces de coworking entre le siège de l'entreprise, on va dire à Paris? Est-ce que pour les salariés, les collaborateurs en région, se développent aussi des espaces de coworking pour répondre aux attentes et aux nouvelles façons à la fois de vivre, de travailler, de voir de télétravailler? Alors, oui et non. Oui, il y a de plus en plus d'espaces de coworking, mais qui ne correspondent pas forcément à l'absorption de cet exode urbain qu'on a un peu fantasmé avec le Covid, avec l'idée... Donc pour vous, il n'a pas existé. Ah, c'est pas pour moi, c'est que toutes les études convergent pour dire que cet exode urbain a été assez marginal. Alors, vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira « mais je connais un Parisien venu s'installer à Marseille ». On en connaît, mais ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Il faut l'accord de tout le monde, c'est la famille, c'est des enfants qu'on scolarise, ça prend beaucoup de temps. Et puis le fait d'avoir, avec le télétravail, le vendredi, généralement de libre, ou voire le lundi, on a aussi des... Enfin voilà, il y a des nouveaux phénomènes qui sont développés dans le domaine. Oui. Donc le coworking se développe. Assez peu pour les télétravailleurs, puisque par définition, s'ils télétravaillent, c'est qu'ils se rendent une partie de leur temps dans un bureau à Paris ou ailleurs. Le coworking correspond cependant à cette capacité que certaines organisations ont d'avoir une variable d'ajustement
temporaire ou pas, sur leur parc immobilier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper de coworking. Beaucoup de coworking est occupé par des entreprises classiques qui cherchent une flexibilité contractuelle. Très bien. Ingrid Nappi, alors, la chaire économie de la transition écologique urbaine qui s'intéresse bien sûr, et vous êtes une spécialiste de l'immobilier de bureau, peut-être parler tout d'abord de cette chaire. Alors, cette chaire, elle est montée à l'Institut Louis Bachelier, qui est une fondation qui s'intéresse notamment aux risques nouveaux, notamment le risque numérique, risque démographique, etc., en lien avec deux grandes écoles, qui est l'École nationale des ponts et chaussées et l'École d'architecture de Paris-Malaquais. L'objectif, c'est en fait cette industrie de l'immobilier, elle est très très complexe, elle est souvent très silotée. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte que tous les maillons de cette chaîne économique se parlent. Ça va du maître d'ouvrage, de l'investisseur, de l'usager, des architectes, etc. Alors, on va s'appuyer justement sur la dernière conférence de la chaire au Collège de France sur le bureau au défi du plus 4 degrés et de la transition écologique, justement. Comment on intègre cette dimension environnementale dans le bureau ? Oui, alors en fait, on vient de voir avec Nicolas qu'il y a eu une transformation sociétale. On parle du télétravail. Il y a une transformation également environnementale. Vous savez que la stratégie nationale bas carbone fait qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et donc, l'objectif, c'est de ne plus construire des nouveaux bureaux, mais de réparer l'existant, de rénover l'existant. Et puis, il y a également un enjeu économique très fort, c'est que actuellement, les taux d'intérêt ont monté brutalement. On voit bien que ça a impacté les ménages pour l'achat de leur logement, mais ça impacte également les entreprises et notamment les investisseurs qui détiennent de l'immobilier de bureau. Et enfin, le dernier impact, c'est l'impact climatique. On sait très bien, avec le dernier rapport du GIEC, on est déjà à pratiquement plus 2 degrés par rapport aux températures moyennes pré-industrielles. Et l'objectif, c'est comment on va gérer, comment on peut penser le bureau à plus 4 degrés. Alors, plus 4 degrés, c'est la fin du siècle. Mais déjà, on peut imaginer que plus 2 degrés, c'est déjà très, très lourd. Donc, il faut penser ce bureau avec cet objectif du climat. Et on a donc vu qu'il y avait énormément d'innovations, en fait. Sauf que ces innovations qui sont portées généralement par les architectes sont vues comme aussi des risques, parfois, par les investisseurs, par les promoteurs. Donc, l'objectif de cette conférence, c'était que tous ces gens se parlent et qu'on voit ces innovations qui permettent de vivre à la fois confortablement dans les bureaux. On pouvait même parler de bureau. Est-ce que le bureau sera un refuge climatique dans quelques années ? Puisque quand on est au bureau, on est chauffé l'hiver, on est climatisé l'été. Il y a aussi cet intérêt-là, peut-être d'aller au bureau. Mais l'avantage de cette conférence, c'était de porter un regard nouveau sur les innovations aujourd'hui architecturales que portent les architectes pour justement faire le bureau à plus 4 degrés. Mais il y en a. Tout le monde est d'accord, c'est le sens de l'histoire. Il faut évidemment tenir compte de tout l'impact environnemental. Ça, c'est unanime ? Oui, c'est unanime, oui, bien sûr. Je pense que c'est unanime, en tout cas dans le monde de l'industrie de l'immobilier, c'est unanime. De toute façon, il y a des réglementations qui l'imposent, à la fois pour les investisseurs qui, aujourd'hui, ce qu'on appelle une taxonomie européenne, sont obligés d'avoir des immeubles qui correspondent à certains standards concernant la consommation d'énergie. Parce qu'un immeuble, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est le deuxième poste de dépense pour les entreprises, donc pour les usagers. Donc les entreprises d'aujourd'hui recherchent des immeubles qui leur permettent de faire des dépenses, des réductions considérables de dépenses. Pour un promoteur également, s'il veut trouver un preneur, un investisseur qui va acheter l'immeuble de bureau, il faut qu'il conçoive des bureaux qui vont permettre à cet investisseur de dégager beaucoup moins de dépenses d'exploitation. Et ainsi, on voit que toute la chaîne est impactée, en fait. Est-ce que c'est la fin du bureau monofonctionnel et on va s'orienter de plus en plus vers différentes activités sur ces immeubles qui vont accueillir à la fois des logements, des bureaux, des commerces ou d'autres choses? Certainement pour les bureaux en périphérie. Je ne pense pas pour les bureaux en centre-ville. On parle toujours de ces 20% de vacances d'immeubles de bureaux. Oui. Alors, vacances, là, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de locataires. Parce qu'aux États-Unis, la vacance, on va dire, il y a 40% de vacances, mais en fait, ça veut dire que les gens ne viennent pas au bureau. Si on regarde le mardi, par exemple, ou le lundi, l'immeuble est vide. On voit de plus en plus de bureaux quand même désaffectés et vides. Oui, mais alors maintenant, si on parle réellement de la vacance de marché, c'est-à-dire qu'on a des immeubles qui sont vides, ils ne sont plus loués. Donc vous imaginez bien que pour celui qui les possède, l'investisseur, c'est véritablement une perte financière. Donc ces immeubles-là, il faut les transformer. Alors on regarde, le modèle économique, il n'est pas facile. Donc on va les transformer généralement avec des opérations de mixité, c'est-à-dire un peu de résidence de coworking, un peu de résidence service pour les télétravailleurs et un peu de bureaux.
Maintenant, en centre-ville, ce taux de vacances, il est de 2%, 3%. Quand on regarde Paris, c'est quand même, d'un point de vue économique, en Europe continentale, hors Brexit, c'est la plus grande zone, la région francilienne, c'est la plus grande zone d'un point de vue richesse économique, de création de produits intérieurs bruts au niveau européen. Donc, il faut héberger une demande très importante de sièges internationaux, de sièges nationaux qui sont concentrés soit dans les quartiers d'affaires, soit même dans Paris. Et là, il y a un manque aujourd'hui de ces immeubles 10 générations plus 4 qui sont en train d'être conçus, qui, encore une fois, je le répète, permettent de réduire l'empreinte carbone, les émissions de gaz à effet de serre et permettent également de pouvoir offrir un confort aux utilisateurs. Donc, ça va venir, c'est quelque chose qui est en tout cas en marche. C'est en marche. Tous les deux, on a entendu des dirigeants qui ont dit, allez, comme si on stoppait la fin de la récréation, le télétravail, ça suffit. Il y a eu trop d'abus, entre guillemets, et maintenant revenez au bureau, revenez dans le siège. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, qui est exagéré entre cette différence entre ces dirigeants qui souhaitent que les salariés reviennent physiquement au bureau, et puis une jeune génération aussi qui est habituée en fait entre le confort professionnel, la vie de famille, les habitudes. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vraie tendance, vous qui êtes des observateurs? Nicolas. Ce qu'on observe effectivement, c'est quand même un décalage entre ces grands effets d'annonce qui ont été très médiatisés et la réalité des projets que nous menons. Le télétravail va rester ancré. Après, la question, c'est de savoir quelle dose de télétravail est effective. Les Français, les Européens sont attachés à ce télétravail. Mais on l'a un peu, peut-être, vu depuis le Covid comme une considération très individuelle, ma qualité de vie personnelle. Ce qu'on observe par exemple chez les plus jeunes, c'est qu'ils sont souvent très demandeurs d'évoquer le sujet lors des entretiens de recrutement, mais qu'ils le pratiquent moins que les autres. En fait, ils veulent interroger la culture de l'entreprise par le télétravail et les accords qui ont été signés. Les valeurs, oui, voilà. D'accord. Mais une fois dans l'entreprise, ils le pratiquent peu pour des raisons évidentes d'apprentissage, de mentorat, et puis des raisons sociales aussi, évidemment, de logement qu'on cherche à ne pas occuper 8 heures par jour. Ingrid, votre sentiment? Je veux dire qu'on est toujours d'accord tous les deux. Je veux dire, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Le télétravail, aujourd'hui, la question, c'est que dans les centres-villes, on l'a évoqué, le télétravail s'associe avec du flex office. Et j'avais pu travailler sur la notion de flex office dans une enquête qui est Mon bureau de demain, qui est rejetée véritablement par les jeunes. Pourquoi? Parce que on se croise même plus au bureau. On y va, mais on n'a pas véritablement un poste attribué. Il y a un stress de plus en plus important, que ce soit les jeunes ou les plus anciens, mais le flex répond aujourd'hui à une équation économique, et Nicolas l'a dit. Donc le retour au bureau, il est plutôt encouragé par les entreprises, parce qu'on voit bien qu'il y a... On va dire, c'est une façon de capter aussi les personnes. Il y a un turnover des salariés aujourd'hui. On n'est pas sûr. Il y a 10 ans, on gardait le salarié avec un ordinateur, un téléphone. Aujourd'hui, on garde le salarié avec un espace de travail qui lui assure un bien-être, qui lui assure un confort. Et voilà. À quoi va justement ressembler ce bureau de demain si on se projette sur les 2030? Nicolas. Bien, déjà un bureau, pour prolonger ce que dit Ingrid, qui pourra promouvoir le travail nomade, mais sans promouvoir l'errance. Et c'est un petit peu ça le risque qu'on observe, c'est d'avoir des salariés effectivement trop nomades, trop errants, avec des attaches à l'entreprise qui deviennent un petit peu lâches. Et donc le bureau de demain, il sera certainement plus aménagé avec des surfaces plurifonctionnelles. C'est-à-dire qu'on ne viendra plus au bureau seulement pour s'asseoir et effectuer des tâches individuelles, ça c'est à peu près certain. À plus forte raison dans un contexte de télétravail où on vient déjà, on peut donner cette phrase au présent, on vient au bureau pour essayer d'avoir de l'interaction qu'on a peut-être moins qu'auparavant. Mais il faut les surfaces dédiées à ces interactions. Donc premier point, un aménagement qui répondra à un fractionnement de nos journées de travail qui est plus large qu'auparavant. Et deuxième point, eh bien, ça revient à l'étude que nous avons menée, un bureau, un lieu de travail qui constituera une centralité
géographique. Je m'y rends facilement, ce qui se passe autour du lieu de travail est sympathique pour moi, ma qualité de vie est bonne, mais qui constituera aussi une centralité au niveau organisationnel. Je vais moins sur le lieu de travail, donc quand je m'y rends, je veux que mon rapport à l'autre et à mon entreprise soit plus riche qu'auparavant, du fait que je m'y rende moins mécaniquement. Ingrid, le bureau de demain. Alors, je n'ai rien à ajouter. Bon. C'est exactement ce que vient de dire Nicolas, oui. Comment l'intelligence artificielle peut aider les entreprises à concevoir justement leur espace de travail ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, notamment sur l'intensité d'usage aussi, peut-être sur l'occupation des bureaux, de ne pas avoir des bureaux vides, typiquement le vendredi. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez de la part des dirigeants d'entreprise sur l'utilisation de plus en plus de l'intelligence artificielle ou pas d'ailleurs? C'est vous les spécialistes. Oui. Sinon, je vais répéter chaque fois ce que dit Nicolas. Oui. Concernant l'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui très présente dans l'occupation et l'optimisation des espaces, puisqu'on a bien compris que c'était un coût également. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle se retrouve également dans la conception. Oui. Dans la conception des immeubles, ainsi que dans la conception et la valorisation des dépenses, enfin de la consommation d'énergie. Donc aujourd'hui, il y a des capteurs non seulement sur l'occupation et l'optimisation des déplacements au sein des bureaux, pour savoir exactement où on se concentre, où on échange, et donc comment adapter les espaces à ces fonctions. Mais il y a également de l'intelligence artificielle à toutes les étapes de la chaîne de valeur, que ce soit dans la prospection du foncier, que ce soit dans la conception avec des matériaux de plus en plus intelligents, que ce soit des matériaux aussi, parce qu'on n'a pas parlé notamment de la transformation avec la transition environnementale de la conception des bureaux. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir des bureaux qui soient résilients, c'est-à-dire dont on peut changer l'usage très facilement, sans avoir des coûts supplémentaires. On va aussi avoir des bureaux dont on va utiliser en amont les différentes fonctions. Des nouveaux matériaux, des matériaux biosourcés, des matériaux tels que le béton vert. Enfin voilà, donc on a aujourd'hui cette intelligence artificielle qui intervient également sur des panneaux préfabriqués. Donc on cherche à construire très vite des immeubles ou à rénover rapidement des immeubles grâce à cette intelligence artificielle. Oui, juste pour ajouter un petit mot là-dessus. Le problème, c'est qu'un immeuble de bureau, l'immobilier est conçu pour des décennies. Mais les usages ne vont pas survivre des décennies. Et donc, on a aussi besoin de la donnée, effectivement, à tous les temps de l'immeuble. Cette donnée, on la capte, on l'analyse, et pour essayer, effectivement, pendant tout le temps de vie, le cycle de vie de l'immeuble, de pouvoir l'ajuster au plus près à la demande et aux besoins. En conclusion, tous les deux, le bureau idéal. Où et comment rendre les salariés heureux ? Ingrid. Alors je pense que justement le bureau, pendant très longtemps, il y a 10 ans, on a fait en sorte que le bureau ressemble à la maison. Avec la crise Covid, on en a tous eu assez d'être à la maison, au bureau. Donc aujourd'hui, il faut impérativement qu'on se sente au bureau autrement qu'à la maison. Donc les espaces qu'on avait l'impression d'être dans la bibliothèque, dans la cuisine, etc., on a trop fait voilà. Ça, c'est fini. Ouais. Aujourd'hui, les espaces se veulent davantage de bien-être, de rencontres, d'outils également, parce qu'on n'a pas tous une imprimante laser ultra sophistiquée à la maison, où on peut rapidement bénéficier d'outils véritablement de travail et de concentration. D'accord. Nicolas. Oui, moi, j'aimerais insister sur le confort fonctionnel, effectivement. Quand on regarde les tendances du bureau, on voit effectivement cette esthétique, allons-y pour le baby-foot, et autres sources de bien-être supposées. Les gens viennent au bureau pour bien bosser, pour faire du bon travail, pour reprendre l'expression d'Yves Clos, pour pas avoir leur travail empêché, pour reprendre encore Yves Clos. Et oui, et donc, ce qui prime, c'est le confort fonctionnel. Si je me rends au bureau, compte tenu de mon expérience de transport plus ou moins bonne, est-ce que je suis sûr que je vais pouvoir effectuer toutes les tâches que j'entends effectuer dans les meilleures conditions? Est-ce que les espaces qu'on me propose sont les bons? Est-ce que mon expérience globale va être bonne? Sinon, eh bien, je préfère rester chez moi. C'est ce qu'on appelle le bureau hybride, oui. Voilà, qui est actuellement
à la mode, on va dire. Eh bien, merci à tous les deux, en tout cas, pour vos éclairages. Alors, un mot, on va vous retrouver au CIMI, le salon de référence des acteurs de l'industrie immobilière, des conférences, des tables rondes, des exposants, des innovations, des tendances, les défis et les grands enjeux de ce secteur. Ingrid, vous serez donc au CIMI. Je serai au CIMI, exactement. Ouais. Le cahier dont vous avez parlé sort pour le CIMI. Nicolas Cochard. Oui, avec 4 conférences organisées par Cardam et une dans laquelle j'interviendrai le 11, effectivement, avec le CIMI qui organisera cette conférence « Comment rendre un salarié heureux ?» Tout un programme. Pour terminer, juste, vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience, en tout cas de cette évolution, de cette révolution dont vous parliez, Ingrid ? Une prise de conscience par qui ? À la fois des dirigeants des entreprises, justement, sur tout ce mouvement. Oui, tout à fait. Il y a une prise de conscience urgente. Alors, mais actuellement, les conditions économiques ne sont pas non plus au rendez-vous. Donc, mais ça laisse justement le temps pour des innovations, pour faire en sorte de faire accepter ces innovations. Nicolas. Oui, on le voit par un simple fait que la question de l'immobilier d'entreprise, de l'espace, du lieu de travail, est devenue, à plus forte raison depuis le Covid, un sujet de direction générale, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Eh bien, merci à tous les deux, merci pour vos éclairages et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.